Vous regardez le tout premier point d'information de RTI 1. Bonjour à tous et bienvenue. Dans la région du Bélier, plusieurs projets d'appui à l'insertion des jeunes ont été lancés récemment par le président du Sénat et le ministre de l'Insertion professionnelle et du service civique. Doté d'une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA, il devrait impacter plus d'1 millier de jeunes. Le département de Didiévi à lui seul obtient environ 209 millions de francs CFA pour lutter contre le chômage des jeunes. Kader Sogodogo. 2023, année de la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, avait donné des signaux forts. Didiévi, région du Bélier, le coup de pouce du gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes est là. Ils sont au total 446 qui bénéficient de plus de 209 millions de francs CFA pour une insertion socio-économique. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, invite ces jeunes à saisir cette opportunité. L'apprentissage et les chantiers écoles. Donc comme ceux qui sont en bleu là, c'est des jeunes qu'on va prendre, à qui on va apprendre un métier. Et quand ils apprennent le métier, ils travaillent. Ou des jeunes qu'on mettra donc sur des chantiers étatiques. Et ils vont apprendre en travaillant. Les formations de reconversion des jeunes formés mais qui n'arrivent pas à trouver du travail, à qui on peut donner une autre formation pour qu'ils travaillent. Pour les stages de qualification des jeunes placés en entreprise pour avoir au moins une année d'expérience professionnelle et augmenter leurs chances d'avoir un premier emploi après 1 an. Pour les stages écoles, les jeunes qui ont eu les BTS, qui ont besoin d'un stage pour valider leur diplôme. Tout ce que je dis, c'est maintenant on va faire. Je n'ai pas dit l'année prochaine ou après élection, je dis c'est maintenant qu'on va faire tout ça. Le président du Sénat, présent à cette cérémonie de Didiévi, salue l'engagement du gouvernement à remettre toute cette jeunesse sur les rails. Chers jeunes de Didiévi, je voudrais vous inviter à franchir cette mentalité d'assistance. Vous devez recouvrer votre dignité. Tout le monde ne peut pas être douanier. Tout le monde ne peut pas être agent des impôts. Tout le monde ne peut pas être agent du trésor. C'est pour vous dire l'opportunité exceptionnelle que le président Ouattara vous donne. Vous, mes frères, vous, mes sœurs, je vous demande de saisir cette opportunité à travers ces projets. Ceux qui savent bien porter ces projets, demain, ils n'auront plus à aller tendre la main. Pour ce programme, 1904 jeunes de la région du Bélier seront pris en compte. La calculatrice affiche un montant total de 1 352 500 francs CFA. Après Didiévi, c'est Tébissou qui va recevoir la délégation. Le processus de rapatriement volontaire des Ivoiriens de la Tunisie se poursuit. Samedi, 158 ressortissants ont regagné Abidjan dans la soirée. La troisième vague de ce retour volontaire a été accueillie par la ministre Kandia Kamara. Le reportage est sous les bandes de Nusangou avec le commentaire de Lanciné Bakayoko. Ils sont 158. La troisième vague des ressortissants ivoiriens en provenance de Tunisie, fuyant les persécutions et la xénophobie. Au pied de l'avion, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, accompagné de ses plus proches collaborateurs, venus les accueillir et témoigner de la solidarité de la République. On est au troisième vol, comme d'autres vols qui ont précédé, et l'État est totalement mobilisé à accompagner l'ensemble de ceux qui sont prêts à rentrer. On sait qu'il y a un vol demain, il y a un autre vol qui va se faire le 14. Donc c'est essentiellement des mots de remerciement au chef de l'État, de remerciement à Madame la ministre d'État, qui sait mettre à l'œuvre cette vision du chef de l'État à travers cette opération qui se déroule très bien. Avec l'arrivée de cette troisième vague, le nombre de ressortissants ivoiriens qui ont quitté la Tunisie se chiffre à 462. On parle maintenant de désordre urbain dans la commune de Cocody. Plusieurs villas de haut standing bâties sans permis de construire dans le quartier de Diorogobité 1 et 2 ont été démolies. L'opération a été menée par la plateforme collaborative du contrôle de construction. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, ces 9 villas érigées sans permis de construire
tombe sous le coup des dispositions de la loi instituant code de la construction et de l'habitat. Le gouvernement brandit donc la tolérance zéro pour les constructions anarchiques et les maîtres d'œuvre véreux. Pour mieux lutter contre la cherté de la vie, le Conseil national du même nom a rencontré vendredi dernier des blogueurs et activistes du web. Un meet-up pour les informer des actions menées par le gouvernement afin de préserver le pouvoir d'achat des populations. On en sait davantage avec Michel Mambo. Augmentation du prix du carburant, spéculation sur le prix du pain, coupure intempestive d'électricité, les sujets fusent sur la toile autour de la cherté de la vie. Que fait le gouvernement? Quelles sont les actions menées pour soulager les populations et améliorer leur quotidien? Loin des réseaux sociaux, blogueurs, web activistes, influenceurs sont face à la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Un meet-up pour mieux comprendre. On est les premiers sur les réseaux sociaux à dénoncer, à faire des publications quand le coût des denrées ou même de tout ce qu'on consomme comme carburant, tout ça augmente. Donc c'était important de participer à ce meet-up là pour poser les questions que les gens se posent, relayer les informations que nous avons sur les réseaux. Donc c'était vraiment très enrichissant. Je pense qu'on ne doit pas rester en marge. On doit aller sur le terrain aussi pour constater. Quand aussi le gouvernement fait des efforts, il faudrait que l'information aussi soit relayée. Parce que ce n'est pas que quand c'est mauvais qu'on doit en parler. Quand c'est bon aussi, il faut que nous, les blogueurs, on puisse aussi en parler. Et puis s'il y a des choses à dénoncer, il faut que le blogueur soit un élément de relais. La lutte contre la cherté de la vie. Priorité du gouvernement. Plusieurs mesures prises pour juguler l'inflation importée depuis mars 2022. La plus récente, 2 milliards de francs CFA insufflés au secteur de la boulangerie. Les mesures du gouvernement ont été efficaces dans le sens où ça a permis de maîtriser l'inflation dans notre pays. Le gouvernement adapte son intervention en fonction de l'évolution de la réalité parce que nous souhaitons être au plus près des préoccupations des populations. Le prix du pain reste inchangé. Les prix du riz, de l'huile de palme raffinée, du lait, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf, des pâtes alimentaires continuent, eux, de faire objet de plafonnement. Sur le terrain, les contrôleurs sont à la tâche. Les populations sont également invitées à faire la police en appelant au 1343. Blogueurs et influenceurs s'engagent dans la dynamique. On se rend maintenant dans la zone industrielle de San Pedro où le ministre de l'Environnement vient de lancer une enquête publique. Elle porte sur un projet de construction d'un entrepôt de fèves de cacao. L'étude consiste à aider le promoteur à concevoir un projet respectueux de l'environnement. Nous rapportent ici Grace Kando et Richard Bao. Selon l'article 16 du Code de l'environnement, tout projet susceptible de générer des nuisances environnementales doit au préalable faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social. Et à San Pedro, le futur entrepôt de fèves de cacao n'échappe pas à la règle. Dans la dynamique de la procédure, les populations sont invitées en présence des autorités locales à donner leurs observations sur les différents aspects du projet. Notre activité principale, c'est le conditionnement, le stockage et l'emposage. On veut construire un entrepôt de stockage qui va s'étendre sur 10 000 m², 1 hectare. Donc, tu vas faire au moins une production annuelle d'au moins 10 000 tonnes. L'enquête porte sur la sensibilité du site. Des projets peuvent être donc situés non loin de sites sensibles. Il faut veiller en sorte que tous les résidus issus de cette activité ne puissent pas se retrouver dans le lac, ne puissent pas donc impacter négativement la santé de la population. Cette enquête publique, qui dure 10 jours, est menée par l'Agence nationale de l'environnement. Un commissaire enquêteur a été nommé par la tutelle. À la fin de l'enquête publique, Monsieur le préfet de région transmettra le rapport du commissaire enquêteur, y compris vos observations à l'Agence nationale de l'environnement, qui en tiendra compte dans l'instruction finale du dossier. Je vous invite donc, chère population, à vous exprimer sans retenue sur vos inquiétudes et vos espoirs par rapport à cet important projet qui va certainement bouleverser vos habitudes. Cette action du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans une campagne nationale de sensibilisation
à l'endroit des industriels sur les mises à jour de leur étude d'impact environnemental et social. Dans la région du Bafing, plus précisément à Touba, des jeunes filles ont trouvé un moyen d'insertion professionnelle. Elles exercent pour la plupart d'entre elles dans le domaine de la peinture en bâtiment, un métier qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles respectives et de se prendre en charge financièrement. Un sujet de Walter Amadou Ouattara. Touba, chef-lieu de la région du Bafing, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Massangé, mariée et mère de 4 enfants, travaille sur ce chantier depuis quelques mois. Après des essais dans diverses activités commerciales, c'est dans le domaine de la peinture qu'elle a fini par trouver son chemin. Un métier grâce auquel elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Par la grâce de Dieu, ça va, parce qu'on a fait plusieurs chantiers. On a fait hôpital de Fumbesso, préfecture de Ouadénou. Grâce à ce que je gagne, j'arrive au moins à aider mon mari. On s'occupe bien des enfants. Des cas comme celui de Massangé sont légion dans la région du Bafing. Nombreuses sont ces jeunes filles qui ont trouvé en la peinture un moyen d'insertion professionnelle. D'abord, je faisais le commerce. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai une camarade qui m'a dit non, qu'elle a une sœur qui est dans le domaine de la peinture. Puisque à elle, j'avais déjà dit que j'aimais beaucoup faire la peinture. Elle m'a dit, OK, donc elle m'a mis en contact avec cette dernière-là. Au début, j'avais peur même d'attraper le pinceau. Aujourd'hui, Dieu merci, je sais le manipuler. Ces femmes, exerçant sur ce chantier, travaillent sous la coupole de Djeneba Diomandé. Il y a quelques mois, elle a décidé d'initier les femmes de la région à la peinture dans l'optique de contribuer à leur autonomisation financière. Une année, je suis venue dans le Bafing. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mes soeurs qui étaient déscolarisées. Puis elles étaient là, elles ne faisaient rien. Puis j'ai eu l'idée, j'ai approché d'autres personnes, des associations féminines. Je leur ai dit, moi j'ai fait la peinture. J'ai envie de former mes soeurs qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, mais qui ne sont pas même pas allées à l'école. Puis elles sont venues s'inscrire gratuitement. Puis j'ai commencé à les former. Ce projet, elle le mène à bien grâce à certains entrepreneurs qui lui font confiance. Avec le courage, la détermination, l'engagement qu'elle dégage, l'énergie qu'elle débauche, c'est tout ça qui m'a motivé à l'approcher pour lui donner certains marchés. Des apprentis peintres, Djeneba en a plusieurs. Ces dernières sont réparties en fonction du nombre de chantiers disponibles. Je travaille avec 15 éléments et de partage 7. Je mets 7 personnes sur un chantier et puis je mets 7 personnes sur un chantier. Puis je fais le tour des chantiers pour aller voir. Ces apprentis peintres en bâtiment sont aujourd'hui une grande fierté pour leurs familles respectives. Le défi majeur de ces femmes, c'est d'être à l'ère du digital en vue d'élargir leur portefeuille client. Un bel exemple d'intégration socio-professionnelle. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe hors de nos frontières à Paris. Le Conseil Café Cacao a organisé un atelier sur le processus de transformation du chocolat. La formation destinée aux enfants s'est déroulée au stand de la Côte d'Ivoire au SIA 2023. Un reportage de Jean-Jacques Kwame. Ils sont plus d'une dizaine, les enfants de la diaspora et de passage au stand de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette formation appelée Classe Cacao. Initié par le Conseil Café Cacao, cet atelier éducatif explique aux jeunes le processus du cacao depuis la pépinière jusqu'à la tablette des chocolats. Il est très important pour nous que les enfants puissent s'initier à la transformation du cacao et effectivement aussi déguster le produit fini. Ce sont de futurs consommateurs, c'est donc toute une éducation au goût et au cacao que nous proposons. Le maître chocolatier a donné quelques recettes de cacao au tout petit. Le chocolat. On a fait des petites recettes avec les enfants. Une banane au chocolat. Ils ont apprécié. Ils ont découvert que non seulement on peut faire des tablettes avec le chocolat, mais on peut faire aussi des desserts. Donc ils ont fait une banane au chocolat et ils ont beaucoup apprécié, qui a été dégustée. Donc participer à ces ateliers, c'est de susciter des passions, susciter des enfants qui demain voudront embrasser le métier. Pourquoi pas devenir maître chocolatier aussi. Une formation
très apprécié par les enfants. Le chocolat se fait avec le cacao et que le chocolat ça donne de l'énergie. On a regardé une vidéo sur le chocolat, on a fait des tablettes de chocolat et des fruits et on les a trempés dans du chocolat. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on est leader mondial du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao avec plus de 2 millions de tonnes par an. Cette initiative du Conseil Café Cacao a pour objectif de faire la promotion de la consommation locale, une consommation jugée très faible. Dans le reste de l'actualité sur le continent, à Kinshasa, les partis politiques de Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Augustin Matata Pogno, tous les trois candidats à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo, ont drainé samedi des dizaines de milliers de partisans. Une manifestation pour dénoncer l'agression du pays par le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 dans la région du Nord Kivu. Une manifestation qui a surtout irrité les partisans du président Tshisekedi et qui s'en est suivi de violence. La police est intervenue avec des tirs de gaz lacrymogène. Et le représentant spécial de l'ONU pour la Libye souhaite des élections avant fin 2023. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily a appelé les deux camps libyens à sortir de l'impasse et à se mettre d'accord d'ici à la mi-juin sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. Le représentant onusien s'est également défendu de toute ingérence dans les affaires libyennes. L'initiative onusienne soutenue par les Occidentaux divise en effet la Libye. Mais l'un des plus gros blocages à l'organisation des scrutins est l'opposition du camp de Tripoli et la candidature d'un militaire et d'un binational en la personne de Khalifa Haftar, qui a les nationalités américaines et libyenne. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et restez surtout sur RTI1.